rencontre de vous-même. Avec les outils de la Gestalt thérapie et mon expérience, je vous guide dans cette grande aventure. Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode intitulé « Devenir parent quand bébé se fait désirer ». Vous avez envie de devenir parent mais vous vous posez beaucoup de questions ou vous êtes confronté à des difficultés pour concrétiser ce désir? Je vous emmène sur un chemin fertile de transformation. Dans cet épisode, je vais vous lire et commenter un article de mon blog, également intitulé « Devenir parent quand bébé se fait désirer ». Dans la première partie, on fait un panorama de ce qui peut être votre situation actuelle, des difficultés que vous pouvez rencontrer. Dans la deuxième partie, je vous dessine une réalité plus désirable. Et dans la troisième partie, je vous explique comment, selon moi, on peut passer de votre réalité actuelle à cette réalité plus désirable. Pour chacune des parties, je vais commencer par vous lire l'article de blog que j'ai écrit, et puis ensuite vous le commentez en allant un petit peu plus loin. C'est parti! Vous êtes en couple et vous aimeriez un jour avoir un enfant ensemble. Mais est-ce le bon moment? Avez-vous la place et les moyens de l'accueillir? Cela ne va-t-il pas réduire à néant votre liberté, mettre au placard votre sexualité? Une fois décidé, bébé ne s'invite pas tout de suite. Vous doutez l'un et l'autre de votre corps, peut-être aussi de votre désir. Si vous entamez un parcours médicalement assisté, vous vivez probablement beaucoup de stress et de froideur. Si l'un d'entre vous est obsédé par ce bébé à venir, peut-être ne faites-vous plus l'amour que dans l'objectif de le concevoir. Vous en souffrez. Vous avez l'impression de vous éloigner l'un de l'autre dans cette épreuve, alors que bébé n'est pas encore là pour vous séparer. Cela vous inquiète. Votre couple est-il assez solide pour surmonter ce parcours? En plus, on vous fait comprendre qu'accueillir un bébé n'est pas de tout repos, que vous ne dormirez probablement pas beaucoup les premiers mois. En avez-vous encore l'énergie? Est-ce finalement fait pour vous? Alors on va revenir ensemble tranquillement sur toutes ces questions, tous ces doutes. Donc première situation, vous êtes en couple et vous vous questionnez encore sur votre envie ou non d'avoir un enfant maintenant. Effectivement, on peut toujours attendre un meilleur moment. Vous vous dites peut-être que vos ressources financières ne sont pas encore suffisantes ou optimales. Peut-être que vous vivez en appartement et que vous aimeriez attendre d'habiter dans une maison pour accueillir cet enfant. Peut-être que vous aimeriez être plus sûr de votre couple ou de votre santé mentale ou n'importe quelle autre condition que vous mettriez à lancer ce projet bébé. Et peut-être que vous vous demandez si avoir un enfant, ça ne va pas réduire à néant votre liberté. C'est vrai qu'on est dans une société dans laquelle la valeur liberté est très importante, de plus en plus importante, je crois. Et c'est difficile d'accepter que notre liberté soit réduite par quiconque, y compris un petit bébé qui pourrait s'inviter dans notre famille. Et puis sur la partie sexualité, j'entends beaucoup de croyances là-dessus, de la part des couples, de la part des hommes également, beaucoup de doutes. Est-ce qu'une fois qu'on sera parent, ou une fois que ma partenaire sera enceinte, est-ce qu'elle aura encore envie de moi? Est-ce que toute son attention ne sera pas tournée sur le bébé? Est-ce qu'on aura encore du temps pour avoir de l'intimité ensemble? Ce sont des questions bien sûr légitimes et qui sont vraiment des questions de notre époque. La contraception a changé notre rapport à la parentalité, puisque désormais c'est vraiment un choix que de devenir parent. Et donc avec ce choix, avec la liberté de choix, va la responsabilité et va le saut dans le vide qu'il faut faire pour prendre cette décision, puisqu'on a le choix et puisqu'on n'est pas obligé ou qu'on n'est pas en tout cas destiné de par simplement notre activité intime à procréer. Donc une fois passé cette étape de doute, si
eh bien vous décidez malgré tout de vous lancer dans l'aventure de la procréation. L'un comme l'autre, vous pouvez douter de votre corps puisque aujourd'hui une personne sur 6 est concernée par l'infertilité. Et donc quand la grossesse tarde à s'implanter, tarde à venir, évidemment on se pose souvent la question est-ce que mon corps fonctionne? Est-ce que je vais pouvoir réussir à avoir un enfant? Est-ce que c'est mon corps? Est-ce que c'est le corps de l'autre qui peut-être pose problème? Et on peut aller jusqu'à se questionner plus profondément sur son désir. Est-ce que vraiment je veux cet enfant? Est-ce que je le veux assez fort? Et même sur notre destin, notre rôle de parent, est-ce que si ça marche pas, c'est que je ne suis pas destinée à être parent, que je ne devrais pas être parent? Donc toutes ces questions forcément sont très souffrantes et difficiles de se poser dans ce moment où vous êtes plutôt dans l'élan de la vie et dans l'envie d'accueillir un enfant dans votre foyer. Alors parfois, quand ça met du temps et que votre désir est vraiment fort, vous entamez un parcours de PMA, un parcours de procréation médicalement assistée, Et dans ces cas-là, eh bien, ça provoque souvent beaucoup de stress, déjà parce que forcément, vu qu'il y a de l'enjeu pour vous à accueillir cet enfant, tous les examens qu'on vous propose pour voir si votre corps fonctionne correctement ou pas sont stressants puisque vous craignez les résultats, vous craignez qu'on vous annonce des mauvaises nouvelles, comme dans tout examen médical. Et puis certains examens peuvent également être douloureux ou mettre en jeu vos phobies, ainsi que les traitements. Donc je pense notamment aux piqûres nombreuses pour les personnes qui ont recours à des stimulations hormonales, et puis également à tous les effets de ces hormones qui, vous le savez, sont très nombreux sur le corps et sur l'humeur et qui peuvent être très envahissants dans la vie quotidienne. Donc ça crée beaucoup de stress et d'effets secondaires difficiles à gérer dans ce moment où déjà vous êtes vulnérable de par votre désir qui ne parvient pas à se concrétiser et vos doutes et vos questionnements. Et donc là, la perturbation hormonale renforce la difficulté à vivre ce moment de vie-là. Et puis, dans ces moments où vous avez du stress, une humeur altérée, potentiellement des douleurs, potentiellement des peurs qui se réveillent, vous me témoignez souvent que vous ressentez de la froideur de la part du personnel médical. Alors loin de moi l'idée de juger le personnel médical, je crois qu'ils n'ont pas le temps ni les moyens pour vous accueillir comme il se devrait, avec chaleur et écoute, qu'il y en a beaucoup que ça peine, ou que cela a frustré avant de s'y résigner. J'imagine aussi que pour certains, c'est leur quotidien que de côtoyer des personnes venant faire des examens ou des actes médicaux, tandis que pour vous, ce projet et ce qui se passe dans votre corps sont le centre de votre vie en ce moment. Pour eux, c'est leur travail, répétitif peut-être, ce qui crée un gros décalage dans votre état émotionnel et souvent la rencontre ne s'opère pas. Je sais aussi que certains professionnels ne travaillent pas exclusivement dans le contexte de la PMA. Ils voient aussi passer des personnes très malades, voire en danger de mort. Je me dis qu'il est possible que ces professionnels-là relativisent votre enjeu et se protègent émotionnellement en instaurant une barrière entre eux et leurs patients. Quoi qu'il en soit, vous méritez d'être accueilli, d'être entendu dans ce que vous vivez de douloureux et d'intense actuellement. Et si le personnel médical qui vous suit ne joue pas ce rôle, je vous invite à vous entourer d'autres professionnels en complément. Thérapeutes, doula, ou toute personne qui peut vous apporter un soutien émotionnel. Vous écoutez vraiment, se préoccuper de vos ressentis, être là pour vous. Pour que ces émotions, même si elles sont difficiles, elles soient accueillies, reconnues, et qu'elles puissent s'évacuer. Le risque, si on ne les accueille pas, c'est qu'elles s'engramment et s'accumulent pour ressortir un jour quand le trop-plein sera atteint, dans une dépression postpartum par exemple.
Par ailleurs, un autre endroit où vous pouvez ressentir peut-être de la froideur, c'est dans vos rapports intimes. C'est vrai que quand l'un ou l'autre ou les deux partenaires sont obsédés par l'arrivée de ce bébé, la sexualité peut devenir un peu plus technique, un peu plus timée et manquer de spontanéité. Ça peut créer des difficultés dans le couple, des éloignements, ou tout simplement une sensation d'être moins complice, moins dans le jeu, moins dans le partage, vraiment de cœur à cœur, parce que ce désir d'enfant prend tellement de place qu'il perturbe un petit peu votre intimité. Donc je comprends que cela puisse inquiéter l'un ou l'autre des partenaires, ou les deux, de vous sentir comme ça, vous éloigner. C'est vrai que l'intimité et la sexualité sont vraiment une ressource dans le couple pour se sentir connecté, se sentir en lien. C'est l'une des spécificités du couple que d'avoir cette façon-là d'être en lien, et perdre la spontanéité, l'intensité peut-être dans cette partie-là de votre relation a forcément des effets sur votre psychisme et sur votre comment vous voyez la relation et comment vous vous sentez en lien l'un et l'autre. Donc si vous êtes dans cette situation, j'ai de la compassion pour là où vous en êtes, et on verra après que vous pouvez en sortir et vivre les choses différemment. Enfin, on vous fait comprendre qu'accueillir un bébé n'est pas de tout repos, et donc vous pouvez douter alors que vous êtes déjà épuisé par ce parcours de désir d'enfant, alors que vous vous sentez peut-être déjà en bout de course, que vous sentez peut-être votre couple fragilisé. Eh bien vous pouvez douter, est-ce que vous aurez l'énergie d'accueillir cet enfant à la fin de ce parcours? Est-ce que finalement c'est vraiment fait pour vous d'être parent? Est-ce que vous êtes assez solide en tant que couple? Je comprends toutes ces craintes et toute cette souffrance, elles sont légitimes. Mais je vous propose un autre scénario. Imaginez plutôt. Votre quête de cet enfant renforce vos liens. Vous devenez un couple résilient. Vous vous rapprochez. Vous apprenez à vous connaître en profondeur. Vous savez désormais vous soutenir l'un l'autre. Madame tombe enceinte. Passé les 3 premiers mois, vous êtes si heureux que vous rayonnez de joie. Avec les hormones de grossesse, sa libido est à son comble, et vous redécouvrez votre sexualité. Vous ne vous êtes jamais autant aimé. Une fois par an, la sexualité reste une composante importante de votre vie, plus qu'avant. Vous savez comment entretenir la flamme au sein de votre couple. Ce chemin du devenir parent vous a préparé à surmonter les obstacles de la petite enfance. Vous formez une équipe soutenante pour traverser les nuits sans sommeil et les maladies infantiles. Vous savez demander de l'aide à l'extérieur quand c'est nécessaire. Vous savez aussi la valeur de l'amour vécu au sein de votre foyer. Vous savourez les moments simples passés ensemble. Alors dans cette deuxième partie, je vous propose un scénario plus désirable. Non pas que cette quête de votre enfant vous éloigne, mais que cette quête de votre enfant vous renforce en tant que couple. Parce que, motivé par ces difficultés, motivé par cette épreuve, vous apprenez à vous connaître davantage. Vous apprenez à vous connaître vous, votre fonctionnement personnel, également à connaître votre partenaire, et enfin à connaître votre fonctionnement de couple. Comment vous interagissez tous les deux, comment vos fonctionnements se mettent en mouvement l'un avec l'autre, et vous apprenez à identifier vos besoins
et comment répondre à vos besoins, comment répondre aux besoins de votre partenaire, comment vous soutenir l'un l'autre. Une fois que la grossesse arrive, je vous parle ici de sexualité, j'ai pas pris cet exemple par hasard. Réellement, la plupart des femmes ont un pic de libido pendant la grossesse, ont une libido vraiment plus importante que dans le reste de leur vie. Alors, j'ai spécifié passer les 3 premiers mois, parce que en général, quand on a un parcours difficile pour devenir parent, les 3 premiers mois sont quand même source de stress, puisqu'on sait qu'il y a un risque de fausse couche assez important. Donc souvent, on n'ose pas se réjouir et on est assez anxieux à l'idée de pouvoir perdre ce bébé qu'on a potentiellement attendu longtemps. Donc les 3 premiers mois ne sont pas forcément très joyeux et très détendus. Mais en général, passé les 3 premiers mois, si vous réussissez à vous détendre, la femme enceinte a vraiment davantage de libido que dans son quotidien. Et donc c'est une belle opportunité pour le couple de redécouvrir sa sexualité et d'expérimenter différemment, notamment d'étendre votre champ de pratique, que ce soit des nouvelles pratiques que vous n'aviez pas auparavant, ou que ce soit une manière différente de pratiquer ce que vous pratiquiez déjà auparavant, notamment lorsque il y a un bébé dans le ventre, il se peut que l'un ou l'autre vous ayez envie de plus de douceur, et donc ça peut permettre d'explorer différemment le toucher, les caresses, les mouvements, et puis ça peut être toute autre chose. Vraiment, chaque couple est différent, et même chaque individu a des envies différentes, bien entendu. Et ça peut être aussi une belle opportunité dans la plupart des couples. Souvent, les hommes ont plus de désir que les femmes. Et là, il peut se trouver qu'avec la grossesse, la libido féminine atteigne, voire dépasse la libido masculine. Et donc, c'est intéressant d'explorer pour une femme ce que ça fait d'avoir beaucoup de libido et d'être parfois frustrée que son partenaire n'ait pas envie au même moment qu'elle. Et pour un homme, d'explorer la polarité inverse. C'est toujours chouette aussi en ce qui concerne la connaissance de l'autre, que de pouvoir se mettre à sa place plus facilement dans ce contexte précis. Et donc je trouve que ça réunit souvent les couples d'avoir des expériences nouvelles de sexualité pendant la grossesse. De plus, c'est quelque chose sur lequel vous allez pouvoir vous appuyer pour l'après, une fois que vous serez devenu parent. Ça vous fera bien sûr de beaux souvenirs, mais aussi ça augmentera, je l'espère, votre foi dans le fait que vous pouvez nourrir une sexualité épanouie. Vous aurez déjà une palette de pratiques et de modalités plus importantes, et puis la confiance que vous pouvez partager de beaux moments dans cette sphère intime. Vous pourrez donc plus facilement convoquer les ressources que vous avez découvertes lors de la grossesse et partager des moments d'intimité épanouissants, puisque vous connaîtrez mieux l'un et l'autre ce qui vous fait plaisir et ce qui enflamme votre désir. Et puis enfin, ce chemin du devenir parent va vous aider à être une équipe soutenante pour traverser l'intensité de la petite enfance. Ça n'est pas une fausse croyance que de dire que avoir un bébé, c'est intense, puisqu'un nourrisson dépend de vous pour sa survie, donc ça demande beaucoup de disponibilité, beaucoup d'attention de prendre soin d'un petit bébé. Et donc, ce sera vraiment précieux que vous vous connaissiez et que vous sachiez vous relayer, répondre à vos besoins, vous ressourcer l'un l'autre, vous offrir l'un l'autre ce dont vous avez besoin pour que
les deux partenaires soient bien et que les deux partenaires soient dans les meilleures conditions pour pouvoir répondre aux besoins de ce bébé qui est là et s'épanouir dans leur vie dans ce contexte. C'est également une compétence importante en tant que jeune parent de savoir demander de l'aide à l'extérieur. Et donc votre parcours de désir d'enfant vous aura sans doute amené à solliciter de l'aide, que ce soit de l'aide de professionnels ou l'aide de proches, dans le soutien émotionnel, dans le médical, dans tout un tas de domaines. Donc ça, c'est un bon entraînement également que d'acquérir la compétence de demander de l'aide quand vous en avez besoin. Et puis, vous avez appris à vous recentrer sur l'essentiel et à mettre le focus sur le bon, à mettre le focus sur l'amour vécu au sein de votre couple alors que vous aviez ce désir d'enfant qui n'était pas encore satisfait. Ça sera quelque chose qui sera très précieux également au moment où bébé sera là, puisque l'intensité que vous allez ressentir dans la petite enfance, elle est vraiment dans les deux polarités, à la fois dans la fatigue et dans les émotions qu'on peut dire négatives, mais aussi vraiment dans les émotions positives, dans l'amour et la joie que vous allez ressentir. Et selon là où vous mettez votre attention, là où vous mettez votre focus, vous allez le percevoir plus ou moins. Et donc en thérapie, on apprend à mettre davantage le focus sur le positif, sur le bon et à goûter le bon. Et c'est quelque chose que vous aurez peut-être aussi l'occasion de faire dans votre parcours pour devenir parent, de vous recentrer sur le positif et de mettre dans le fond la frustration, la tristesse, la colère, pour qu'elle vous impacte moins et qu'elle teinte moins votre réalité, votre quotidien. Donc avoir musclé cette compétence-là, ça sera très utile dans votre quotidien de jeune parent également. Donc je vous ai parlé de votre réalité sur ce parcours du devenir parent. Je vous ai parlé d'un autre scénario plus désirable que vous pourriez mettre en place. Alors maintenant, la question, comment passe-t-on du premier au second scénario ? Je vous lis l'extrait de l'article. Voici les 5 leviers sur lesquels je m'appuierai si je vous accompagnais en thérapie individuelle. 1. Revisitez vos croyances et vos peurs en lien avec votre histoire. 2. Apprendre à identifier et à accueillir vos ressentis, vos émotions. 3. Apprendre à communiquer de manière consciente. 4. Méditer et visualiser. Et 5. Cultiver un mindset d'abondance. Alors, premier levier, revisiter vos croyances et vos peurs. C'est un travail qu'on fait beaucoup en thérapie, d'aller interroger quelles sont vos croyances pour pouvoir les transformer, les abandonner si elles ne vous conviennent plus aujourd'hui. Donc vos croyances sont souvent héritées de votre histoire, de votre éducation, ou peuvent être héritées d'expériences passées également. Et donc le but, ça va être de les conscientiser pour pouvoir choisir ensuite de les garder ou de les abandonner. On a un concept très intéressant en Gestalt thérapie intégrative qui est celui de contre-intention. Alors je vais vous donner un exemple. Mon intention, mon désir, c'est d'avoir un enfant, mais ma croyance, c'est que quand on a un enfant, on n'a plus de liberté ni de sexualité. Comme j'ai envie de garder ma liberté et une sexualité épanouie, ma contre-intention, ça va être « Ah bah non, j'ai pas du tout envie d'avoir un enfant ». Donc intention, je veux un enfant. Contre-intention, j'ai pas du tout envie d'avoir un enfant. Donc ça brouille, vous voyez, votre vibration et ça va peut-être perturber la conception de votre bébé. Donc notre travail en thérapie, ça va être d'aller conscientiser ces contre-intentions, ces croyances et les peurs associées, de les comprendre, de les relier à leur source pour pouvoir les accepter et, si vous le souhaitez, les lâcher, les laisser aller
et remettre votre boussole vers votre désir véritable, votre désir profond, celui que vous choisissez de garder au moment présent. Deuxième levier, pour passer du premier au second scénario, apprendre à identifier et à accueillir vos ressentis, vos émotions. On est dans une société qui valorise plutôt le mental au détriment de l'émotionnel. Et donc on va avoir tendance à mettre de côté nos ressentis, nos émotions qu'on peut dire négatives. Pour citer que les émotions primaires, on va parler de la tristesse, de la colère, de la peur. On a un petit peu tendance à les cacher sous un couvercle. Et en fait, c'est comme si vous faisiez monter en pression une cocotte minute sans jamais l'ouvrir. Vous savez que c'est pas une bonne idée. Là, ce que je vous invite à faire, c'est plutôt à les accueillir. Donc, aller les regarder, mettre un nom sur ces émotions-là, sur ces ressentis-là, et puis vous entraîner à les accueillir, à vous dire « Ok, elles sont là, je les accepte, elles sont là, c'est tout ». Et en fait, le fait de les accueillir, ça ne veut pas dire que vous êtes d'accord, mais ça veut dire qu'elles sont là, c'est un fait. Le fait de les accueillir, elles vont passer beaucoup plus vite, elles vont prendre beaucoup moins de place et rester beaucoup moins longtemps. Alors que si vous les refoulez, elles vont rester dans le fond, mais elles vont toujours essayer de pousser pour revenir devant. Et du coup, elles vont rester longtemps et prendre de l'ampleur et vous gêner de plus en plus. Tandis que si vous les accueillez, que vous les acceptez, eh bien elles vont juste passer comme un nuage dans le ciel et puis s'éloigner et vous pourrez passer à une autre émotion, un autre ressenti sans doute plus positif. Le troisième levier, ça va être apprendre à communiquer de manière consciente. Alors la communication consciente, ça se rapproche de la communication non violente pour ceux qui connaissent. Ça va être une façon d'apprendre à exprimer nos ressentis et nos besoins d'une manière entendable par l'autre. Ça va être une façon de rejoindre l'autre là où il est pour qu'il puisse nous comprendre et nous entendre. Donc ça va être utile bien entendu dans le couple où, comme on l'a vu tout à l'heure, vous êtes parfois à des endroits différents de ce désir d'enfant et vous n'avez parfois pas le même ressenti de la situation. Donc ça va être vraiment très utile de pouvoir expliquer à votre partenaire ce que vous ressentez et ce dont vous avez besoin pour pouvoir obtenir l'empathie, la compréhension, le soutien dont vous avez sans doute besoin. Et puis ça pourra également être utile bien sûr avec d'autres personnes, avec vos proches par exemple, si vous souhaitez les sensibiliser à ce que vous vivez et vous sentir également plus soutenu, pouvoir demander de l'aide. Et puis également avec les professionnels de santé qui vous accompagnent, si vous ressentez le besoin d'exprimer des besoins. La communication consciente est une manière de pouvoir leur exprimer et d'avoir plus de chances d'être entendu parce que vous l'amènerez d'une façon entendable. Le quatrième levier, c'est la méditation. Alors la méditation, c'est vraiment une façon de réguler ses émotions. Et donc ça pourra vous apprendre à mieux vivre les émotions qui peuvent être très envahissantes, de tristesse, de frustration notamment, avec cette déception qui revient tous les mois. Vous aider peut-être à réguler aussi votre colère, peu importe vers qui elle est tournée. Donc la méditation nous aide à connecter l'apaisement, à revenir à la paix dans des moments où on peut ressentir beaucoup d'agitation. Dans le cadre de la thérapie, on s'entraîne d'abord au cabinet. Je vais pratiquer en fait les méditations à mes clients de manière répétitive à chaque séance pour les aider à goûter aux bénéfices de la méditation, pour déjà les apaiser en séance et puis leur permettre de voir si ça leur convient et de
Et s'ils aiment ça, en fait, bien petit à petit, ils acquièrent l'autonomie pour la pratiquer également chez eux. Et enfin, le dernier levier que j'utiliserai, ce serait la visualisation et cultiver un mindset d'abondance. Alors là, on est plutôt sur une notion vibratoire. On est sur l'idée que là où notre attention va, notre énergie va. Et donc, on va essayer de focaliser notre attention sur ce que l'on souhaite obtenir. Donc, dans le cas du désir d'enfant, j'invite les clients à penser donc à une image, un son ou une sensation qui leur fait vraiment envie, qui crée ce désir viscéral d'avoir un enfant. Donc ça peut être par exemple la sensation de bercer son enfant dans les bras, ou bien de taper dans un ballon pour l'envoyer à son enfant quand il sera un peu plus grand, ou encore l'image de son enfant qui dort dans un petit berceau, ou encore l'odeur des bébés quand vous reniflez le crâne d'un nourrisson, n'importe quelle sensation qui résonne pour vous, qui provoque en vous vraiment ce désir d'être parent. Et donc l'idée, ça va être de pouvoir faire prendre de la place à cette visualisation, de pouvoir s'y relier comme si c'était déjà là, pour vous aligner en fait à ce canal, à cette vibration d'être parent, et pour être en fait, pour vous relier à ce désir d'enfant sur le canal de l'abondance, comme si c'était déjà là, comme si c'était à portée de main, et comme si vous pouviez déjà le goûter, en profiter, et non pas sur un canal de pénurie, c'est-à-dire dans l'énergie du manque. Si vous vous reliez à votre désir d'enfant sur l'énergie du manque, avec des pensées comme je n'ai pas d'enfant, je n'y arriverai jamais, ça va être difficile pour moi, vous sentez que vous êtes plus loin de réaliser ce désir. Dans votre vibration, en fait, vous êtes... ça va effectivement être plus difficile parce que vous êtes plus éloigné vibratoirement de la réalisation de cet objectif et de ce désir profond. Donc grâce à ces 5 leviers que je vous propose, qui peuvent être activés en thérapie ou que vous pouvez explorer vous-même, bien sûr, chez vous, vous retrouvez confiance, vous vous épanouissez dans votre couple et vous vous reconnectez à la pulsion de vie. C'est vraiment central en fait de vous reconnecter à la pulsion de vie, de vivre dès maintenant et non pas d'attendre en mode survie d'avoir un enfant pour commencer à vivre. Encore une fois, c'est une question de vibration. Croquer la vie à pleines dents aujourd'hui, être dans la vie, être dans savourer tous les petits plaisirs de la vie, ça va vraiment être une vibration plus attractive pour la réalisation de vos désirs. Et puis de la même façon, vous épanouir dans votre couple, profiter maintenant de votre amour, des opportunités que vous offre votre couple. Ça va être vraiment une façon de muscler ce muscle du bonheur, une façon de vous entraîner à être heureux dans votre réalité ici et maintenant. Et puis retrouver confiance, parce que je sais que c'est difficile évidemment dans ce contexte-là du désir d'enfant qui ne se concrétise pas. On perd la foi quand mois après mois on est déçu. Et donc activer ces 5 leviers va vraiment vous aider à vous apaiser, vous ancrer dans le présent et retrouver la foi en l'avenir. C'est tout ce que je vous souhaite. J'espère que ces 5 leviers, que cet épisode de podcast vous auront apporté, vous auront été utiles. N'hésitez pas, si vous avez des questions, des retours, à me les formuler soit via votre plateforme de podcast, soit via Instagram ou Facebook. Vous pourrez retrouver toutes les coordonnées pour me contacter sur mon site célinedoré.com.
www.radiocampus.fr.